20 ans après, partie 20, chapitre 72, l'homme masqué. Quoiqu'il ne fût que 4 heures du soir, il faisait nuit close. La neige tombait épaisse et glacée. Aramis rentra à son tour et trouva Athos, sinon sans connaissance, du moins anéanti. Au premier mot de son ami, le comte sortit de l'espèce de léthargie où il était tombé. « Eh bien, dit Aramis, vaincu par la fatalité. »« Vaincu, dit Athos. »« Noble et malheureux roi. »« Êtes-vous donc blessé ?» demanda Aramis. « Non, ce sang est le sien. » Le comte s'essuya le front. « Où étiez-vous donc ?»« Où vous m'aviez laissé ? Sous l'échafaud. »« Et vous avez tout vu ?»« Non, mais tout entendu. » Dieu me garde d'une autre heure pareille à celle que je viens de passer. N'ai-je point les cheveux blancs ? Alors vous savez que je ne l'ai point quitté. J'ai entendu votre voix jusqu'au dernier moment. Voici la plaque qu'il m'a donnée, dit Aramis. Voici la croix que j'ai retirée de sa main. Il désirait qu'elle fût remise à la reine. Et voilà un mouchoir pour les envelopper, dit Athos. Et il tira de sa poche le mouchoir qu'il avait trempé dans le sang du roi. « Maintenant, demanda Athos, qu'a-t-on fait de ce pauvre cadavre ? Par ordre de Cromwell, les honneurs royaux lui seront rendus. Nous avons placé le corps dans un cercueil de plomb. Les médecins s'occupent d'embaumer ces malheureux restes, et, leur œuvre finie, le roi sera déposé dans une chapelle ardente. »« Dérision !» murmura sombrement Athos. « Les honneurs royaux à celui qu'ils ont assassiné. » Cela prouve, dit Aramis, que le roi meurt, mais que la royauté ne meurt pas. Hélas, dit Athos, c'est peut-être le dernier roi chevalier qu'aura eu le monde. Allons, ne vous désolez pas, comte, dit une grosse voix dans l'escalier, où retentissaient les larges pas de Porthos. Nous sommes tous mortels, mes pauvres amis. Vous arrivez tard, mon cher Porthos, dit le comte de la Fère. Oui, dit Porthos, il y avait des gens sur ma route qui m'ont retardé. Ils dansaient, les misérables. J'en ai pris un par le cou et je crois l'avoir un peu étranglé. Juste en ce moment, une patrouille est venue. Heureusement, celui à qui j'avais eu particulièrement affaire a été quelques minutes sans pouvoir parler. J'ai profité de cela pour me jeter dans une petite rue. Cette petite rue m'a conduit dans une autre plus petite encore. Alors, je me suis perdu. Je ne connais pas Londres, je ne sais pas l'anglais, j'ai cru que je ne me retrouverais jamais. Enfin, me voilà. Mais d'Artagnan, dit Aramis, ne l'avez-vous point vu et ne lui serait-il rien arrivé ? Nous avons été séparés par la foule, dit Porthos, et quelques efforts que j'ai faits, je n'ai pas pu le rejoindre. Oh, dit Athos avec amertume, je l'ai vu, moi. Il était au premier rang de la foule, admirablement placé pour ne rien perdre. Et comme, à tout prendre, le spectacle était curieux, il aura voulu voir jusqu'au bout. « Oh, comte de la Fère, dit une voix calme, quoique étouffée par la précipitation de la course. Est-ce bien vous qui calomniez les absents ? Ce reproche atteignit Athos au cœur. Cependant, comme l'impression que lui avait produite d'Artagnan au premier rang de ce peuple stupide et féroce était profonde, il se contenta de répondre. « Je ne vous calomnie pas, mon ami. On était inquiet de vous, ici. Et j'ai dit où vous étiez. Vous ne connaissiez pas le roi Charles, ce n'était qu'un étranger pour vous, et vous n'étiez pas forcé de l'aimer. » Et en disant ces mots, il tendit la main à son ami. Mais d'Artagnan fit semblant de ne point voir le geste d'Athos et garda sa main sous son manteau. Athos laissa retomber lentement la sienne près de lui. « Ouf, je suis là, dit d'Artagnan, et il s'assit. « Buvez un verre de Porto, dit Aramis, en prenant une bouteille sur une table et en remplissant un verre. Buvez, cela vous remettra. Oui, buvons, dit Athos, qui, sensible au mécontentement du Gascon, voulait choquer son verre contre le sien. Buvons et quittons cet abominable pays. La felouque nous attend, vous le savez. Partons ce soir, nous n'avons plus rien à faire ici. Vous êtes bien pressé, monsieur le comte, dit d'Artagnan.
Ce sol sanglant me brûle les pieds, dit Athos. La neige ne me fait pas cet effet, à moi, dit tranquillement le Gascon. Mais que voulez-vous donc que nous fassions, dit Athos, maintenant que le roi est mort? Ainsi, monsieur le comte, dit D'Artagnan avec négligence, vous ne voyez point qu'il vous reste quelque chose à faire en Angleterre? Rien, rien, dit Athos, qu'à douter de la bonté divine et à mépriser mes propres forces. Eh bien, moi, dit D'Artagnan, moi chétif, moi badaud sanguinaire, qui suis allé me placer à 30 pas de l'échafaud pour mieux voir tomber la tête de ce roi que je ne connaissais pas, et qui, à ce qu'il paraît, m'était indifférent, je pense autrement que monsieur le comte. Je reste. Athos pâlit extrêmement. Chaque reproche de son ami vibrait jusqu'au plus profond de son cœur. « Ah, vous restez à Londres ?» dit Porthos à D'Artagnan. « Oui, dit celui-ci. Et vous ?»« Dame, dit Porthos un peu embarrassé vis-à-vis d'Athos et d'Aramis. Dame, si vous restez, comme je suis venu avec vous, je ne m'en irai qu'avec vous. Je ne vous laisserai pas seul dans cet abominable pays. » Merci, mon excellent ami. Alors, j'ai une petite entreprise à vous proposer, et que nous mettrons à exécution ensemble quand monsieur le comte sera parti, et dont l'idée m'est venue pendant que je regardais le spectacle que vous savez. Laquelle? Dit Porthos. C'est de savoir quel est cet homme masqué qui s'est offert si obligeamment pour couper le cou du roi. Un homme masqué? S'écria Athos. Vous n'avez donc pas laissé fuir le bourreau? Le bourreau? Dit D'Artagnan. Il est toujours dans la cave, où je présume qu'il dit 2 mots aux bouteilles de notre hôte. Mais vous m'y faites penser. Il alla à la porte. Mousqueton, dit-il. Monsieur, répondit une voix qui semblait sortir des profondeurs de la terre. Lâchez votre prisonnier, dit D'Artagnan. Tout est fini. Mais, dit Athos, quel est donc le misérable qui a porté la main sur son roi? Un bourreau amateur, qui, du reste, manie la hache avec facilité, car ainsi qu'il l'espérait, dit Aramis, il ne lui a fallu qu'un coup. N'avez-vous point vu son visage? Demanda Athos. Il avait un masque, dit D'Artagnan. Mais vous qui étiez près de lui, Aramis, je n'ai vu qu'une barbe grisonnante qui passait sous le masque. C'est donc un homme d'un certain âge? Demanda Athos. Oh, dit D'Artagnan, cela ne signifie rien. Quand on met un masque, on peut bien mettre une barbe. Je suis fâché de ne pas l'avoir suivi, dit Porthos. Eh bien, mon cher Porthos, dit D'Artagnan, voilà justement l'idée qui m'est venue, à moi. Athos comprit tout. Il se leva. Pardonne-moi, D'Artagnan, dit-il. J'ai douté de Dieu. Je pouvais bien douter de toi. Pardonne-moi, ami. Nous verrons cela tout à l'heure, dit D'Artagnan avec un demi-sourire. Eh bien, dit Aramis. Eh bien, reprit D'Artagnan, tandis que je regardais, non pas le roi, comme le pense monsieur le comte, car je sais ce que c'est qu'un homme qui va mourir, et, quoique je dusse être habitué à ces sortes de choses, elles me font toujours mal. Mais bien le bourreau masqué. Cette idée me vint, ainsi que je vous l'ai dit, de savoir qui il était. Or, comme nous avons l'habitude de nous compléter les uns par les autres, et de nous appeler à l'aide, comme on appelle sa seconde main au secours de la première, je regardais machinalement autour de moi pour voir si Porthos ne serait pas là, car je vous avais reconnu près du roi, Aramis, et vous, comte, je savais que vous deviez être sous l'échafaud. Ce qui fait que je vous pardonne, ajouta-t-il en tendant la main à Athos, car vous avez bien dû souffrir. Je regardais donc autour de moi, quand je vis à ma droite une tête qui avait été fendue, et qui, tant bien que mal, s'était raccommodée avec du taffetas noir. Parbleu, me dis-je, il me semble que voilà une couture de ma façon, et que j'ai recousu ce crâne-là quelque part. En effet, c'était ce malheureux Écossais, le frère de Paris, vous savez, celui sur lequel Groslow s'est amusé à essayer ses forces, et qui n'avait plus qu'une moitié de tête quand nous le rencontrâmes. Parfaitement, dit Porthos,
l'homme aux poules noires. Vous l'avez dit, lui-même. Il faisait des signes à un autre homme qui se trouvait à ma gauche. Je me retournai et je reconnus l'honnête Grimaud, tout occupé comme moi à dévorer des yeux mon bourreau masqué. « Oh » lui fis-je. Or, comme cette syllabe est l'abréviation dont se sert monsieur le comte les jours où il lui parle, Grimaud comprit que c'était lui qu'on appelait, et se retourna comme mu par un ressort. Il me reconnut à son tour, alors, allongeant le doigt vers l'homme masqué. « Hein » dit-il, ce qui voulait dire « Avez-vous vu » ? « Parbleu » répondis-je. Nous nous étions parfaitement compris. Je me retournai vers notre Écossais, celui-là aussi avait des regards parlants. Bref, tout finit, vous savez comment, d'une façon fort lugubre. Le peuple s'éloigna, peu à peu le soir venait. Je m'étais retiré dans un coin de la place avec Grimaud et l'Écossais, auquel j'avais fait signe de demeurer avec nous, et je regardais de là le bourreau qui, rentré dans la chambre royale, changeait d'habit. Le sien était ensanglanté sans doute. Après quoi, il mit un chapeau noir sur sa tête, s'enveloppa d'un manteau et disparut. Je devinai qu'il allait sortir et je courus en face de la porte. En effet, 5 minutes après nous, le vîmes descendre l'escalier. « Vous l'avez suivi » s'écria Athos. « Parbleu » dit d'Artagnan. « Mais ce n'est pas sans peine, allez. » À chaque instant, il se retournait. Alors nous étions obligés de nous cacher ou de prendre des airs indifférents. J'aurais été à lui et je l'aurais bien tué. Mais je ne suis pas égoïste. Moi. Et c'était un régal que je vous ménageais à Aramis et à vous, Athos, pour vous consoler un peu. Enfin, après une demi-heure de marche à travers les rues les plus tortueuses de la cité, il arriva à une petite maison isolée, où pas un bruit, pas une lumière n'annonçait la présence de l'homme. Grimaud tira de ses larges chausses un pistolet. « Hein » dit-il en le montrant. « Non pas, lui dis-je. » Et je lui arrêtai le bras. Je vous l'ai dit, j'avais mon idée. L'homme masqué s'arrêta devant une porte basse et tira une clé, mais avant de la mettre dans la serrure, il se retourna pour voir s'il n'avait pas été suivi. J'étais blotti derrière un arbre, Grimaud derrière une borne, l'Écossais, qui n'avait rien pour se cacher, se jeta à plat ventre sur le chemin. Sans doute celui que nous poursuivions se crut bien seul, car j'entendis le grincement de la clé. La porte s'ouvrit et il disparut. « Le misérable » dit Aramis. « Pendant que vous êtes revenu, il aura fui et nous ne le retrouverons pas. »« Allons donc, Aramis, » dit d'Artagnan. « Vous me prenez pour un autre. »« Cependant, » dit Athos, « en votre absence, eh bien, en mon absence, n'avais-je pas pour me remplacer Grimaud et l'Écossais ? Avant qu'il eût le temps de faire 10 pas dans l'intérieur, j'avais fait le tour de la maison, moi. À l'une des portes, celle par laquelle il était entré, j'ai mis notre Écossais en lui faisant signe que si l'homme au masque noir sortait, il fallait le suivre où il allait, tandis que Grimaud le suivrait lui-même et reviendrait nous attendre où nous étions. Enfin, j'ai mis Grimaud à la seconde issue, en lui faisant la même recommandation. Et me voilà. La bête est cernée. Maintenant, qui veut voir la Lalie ? Athos se précipita dans les bras de d'Artagnan, qui s'essuya le front. « Ami, dit-il, en vérité vous avez été trop bon de me pardonner. J'ai tort, 100 fois tort. Je devrais vous connaître pourtant. Mais il y a au fond de nous quelque chose de méchant qui doute sans cesse. »« dit Porthos. « Est-ce que le bourreau ne serait point par hasard monsieur Cromwell, qui, pour être sûr que sa besogne fût bien faite, aurait voulu la faire lui-même ?»« Eh bien oui. Monsieur Cromwell est gros et court, et celui-là mince, élancé, et plutôt grand que petit. »« Quelques soldats condamnés, auxquels on aura offert sa grâce à ce prix, dit Athos, comme on a fait pour le malheureux Chalais. »« Non, non, continua d'Artagnan, ce n'est point la marche mesurée d'un fantassin. Ce n'est point non plus le pas écarté d'un homme de cheval. Il y a dans tout cela une jambe fine, une allure distinguée. Ou je me trompe fort, ou nous avons affaire à un gentilhomme. »« Un gentilhomme »
s'écria Athos. Impossible, ce serait un déshonneur pour toute la seigneurie. Belle chasse, dit Porthos avec un rire qui fit trembler les vitres. Belle chasse, mordieu. Partez-vous toujours, Athos? Demanda d'Artagnan. Non, je reste, répondit le gentilhomme avec un geste de menace qui ne promettait rien de bon à celui à qui ce geste était adressé. Alors, les épées, dit Aramis, les épées, et ne perdons pas un instant. Les 4 amis reprirent promptement leurs habits de gentilshommes, ceignirent leurs épées, firent monter mousquetons, blaisois et leur ordonnèrent de régler la dépense avec l'hôte et de tenir tout prêt pour leur départ, les probabilités étant que l'on quitterait Londres la nuit même. La nuit s'était assombrie encore, la neige continuait de tomber et semblait un vaste linceul étendu sur la ville régicide. Il était 7 heures du soir à peu près. À peine voyait-on quelques passants dans les rues, chacun s'entretenait en famille et tout bas des événements terribles de la journée. Les 4 amis, enveloppés de leurs manteaux, traversèrent toutes les places et les rues de la cité, si fréquentées le jour et si désertes cette nuit-là. D'Artagnan les conduisait, essayant de reconnaître de temps en temps des croix qu'il avait faites avec son poignard sur les murailles. Mais la nuit était si sombre que les vestiges indicateurs avaient grand-peine à être reconnus. Cependant, d'Artagnan avait si bien incrusté dans sa tête chaque borne, chaque fontaine, chaque enseigne, qu'au bout d'une demi-heure de marche, il parvint, avec ses 3 compagnons, en vue de la maison isolée. D'Artagnan crut un instant que le frère de Paris avait disparu. Il se trompait. Le robuste Écossais, accoutumé aux glaces de ces montagnes, s'était étendu contre une borne et, comme une statue abattue de sa base, insensible aux intempéries de la saison, s'était laissé recouvrir de neige. Mais, à l'approche des 4 hommes, il se leva. « Allons, dit Athos, voici encore un bon serviteur. Vrai Dieu, les braves gens sont moins rares qu'on ne le croit. Cela encourage. » Ne nous pressons pas de tresser des couronnes pour notre Écossais, dit d'Artagnan. Je crois que le drôle est ici pour son propre compte. J'ai entendu dire que ces messieurs qui ont vu le jour de l'autre côté de la Tweed sont fort rancuniers. Gare à maître Groslow, il pourra bien passer un mauvais quart d'heure s'il le rencontre. En se détachant de ses amis, il s'approcha de l'Écossais et se fit reconnaître. Puis il fit signe aux autres de venir. « Eh bien, dit Athos en anglais. « Personne n'est sorti, répondit le frère de Paris. « Bien, restez avec cet homme, Porthos, et vous aussi, Aramis. D'Artagnan va me conduire à Grimaud. » Grimaud, non moins habile que l'Écossais, était collé contre un saule creux dont il s'était fait une guérite. Un instant, comme il l'avait craint pour l'autre sentinelle, d'Artagnan crut que l'homme masqué était sorti et que Grimaud l'avait suivi. Tout à coup, une tête apparut et fit entendre un léger sifflement. « Oh » dit Athos. « Oui » répondit Grimaud. Ils se rapprochèrent du saule. « Eh bien » demanda d'Artagnan, « quelqu'un est-il sorti ?»« Non, mais quelqu'un est entré, » dit Grimaud. « Un homme ou une femme ?»« Un homme. »« Ah, ah » dit d'Artagnan, « ils sont 2 alors. »« Je voudrais qu'ils fussent 4, dit Athos. « Au moins la partie serait égale. »« Peut-être sont-ils 4, dit d'Artagnan. « Comment cela ? D'autres hommes ne pouvaient-ils pas être dans cette maison avant eux et les y attendre ? » « On peut voir, » dit Grimaud en montrant une fenêtre à travers les contrevents de laquelle filtraient quelques rayons de lumière. « C'est juste, » dit d'Artagnan, « appelons les autres. » Et ils tournèrent autour de la maison pour faire signe à Porthos et à Aramis de venir. Ceux-ci accoururent empressés. « Avez-vous vu quelque chose ?» dirent-ils. « Non. Mais nous allons voir, » répondit d'Artagnan en montrant Grimaud qui, en s'accrochant aux aspérités de la muraille, était déjà parvenu à 5 ou 6 pieds de la terre. Tous 4 se rapprochèrent. Grimaud continuait son ascension avec l'adresse d'un chat. Enfin, il parvint à saisir un de ces crochets qui servent à maintenir les contrevents quand ils sont ouverts. En même temps, son pied trouva une moulure qui parut lui présenter un point d'appui suffisant,
car il fit un signe qui indiquait qu'il était arrivé à son but. Alors, il approcha son œil de la fente du volet. « Eh bien ?» demanda d'Artagnan. Grimaud montra sa main fermée avec 2 doigts ouverts seulement. « Parle, dit Athos, on ne voit pas tes signes. Combien sont-ils » Grimaud fit un effort sur lui-même. « 2, dit-il. L'un est en face de moi, l'autre me tourne le dos. Bien, et quel est celui qui est en face de toi ? L'homme que j'ai vu passer. Le connais-tu ? J'ai cru le reconnaître, et je ne me trompais pas. Gros et court. Qui est-ce ? Demandèrent ensemble et à voix basse les 4 amis. Le général Olivier Cromwell. Les 4 amis se regardèrent. Et l'autre ? Demanda Athos. Maigre et élancé. C'est le bourreau, dirent à la fois d'Artagnan et Aramis. Je ne vois que son dos, reprit Grimaud. Mais attendez, il fait un mouvement, il se retourne, et s'il a déposé son masque, je pourrais voir. Ah ! Grimaud, comme s'il eût été frappé au cœur, lâcha le crochet de fer et se rejeta en arrière en poussant un gémissement sourd. Porthos le retint dans ses bras. « L'as-tu vu » dirent les 4 amis. « Oui » dit Grimaud, les cheveux hérissés et la sueur au front. « L'homme maigre et élancé » dit d'Artagnan. « Oui. »« Le bourreau, enfin » demanda Aramis. « Oui. »« Et qui est-ce » dit Porthos. « Lui, lui » balbutia Grimaud, pâle comme un mort et saisissant de ses mains tremblantes la main de son maître. « Qui, lui » demanda Athos. « Mordaunt » répondit Grimaud. D'Artagnan, Porthos et Aramis poussèrent une exclamation de joie. Athos fit un pas en arrière et passa la main sur son front. « Fatalité » murmura-t-il. Chapitre 73. La maison de Cromwell. C'était effectivement Mordaunt que d'Artagnan avait suivi sans le reconnaître. En entrant dans la maison, il avait ôté son masque, enlevé la barbe grisonnante qu'il avait mise pour se déguiser, avait monté l'escalier, avait ouvert une porte et, dans une chambre éclairée par la lueur d'une lampe et tendue d'une tenture de couleur sombre, s'était trouvé en face d'un homme assis devant un bureau et écrivant. Cet homme, c'était Cromwell. Cromwell avait dans Londres, on le sait, 2 ou 3 de ses retraites inconnues, même au commun de ses amis, et dont il ne livrait le secret qu'à ses plus intimes. Or, Mordaunt, on se le rappelle, pouvait être compté au nombre de ces derniers. Lorsqu'il entra, Cromwell leva la tête. « C'est vous, Mordaunt, lui dit-il. Vous venez tard. »« Général, répondit Mordaunt, j'ai voulu voir la cérémonie jusqu'au bout. Cela m'a retardé. »« Ah, dit Cromwell, je ne vous croyais pas d'ordinaire aussi curieux que cela. Je suis toujours curieux de voir la chute d'un des ennemis de votre honneur, et celui-là n'était pas compté au nombre des plus petits. Mais vous, général, n'étiez-vous pas à Whitehall ? » « Non, dit Cromwell. Il y eut un moment de silence. « Avez-vous eu des détails ? demanda Mordaunt. « Aucun. Je suis ici depuis le matin. Je sais seulement qu'il y avait un complot pour sauver le roi. »« Ah, vous saviez cela ? dit Mordaunt. « Peu importe. 4 hommes déguisés en ouvriers devaient tirer le roi de prison et le conduire à Greenwich, où une barque l'attendait. Et sachant tout cela, votre honneur se tenait ici, loin de la cité, tranquille et inactif ? » ?»« Tranquille, oui, répondit Cromwell. Mais qui vous dit inactif ? Cependant, si le complot avait réussi, je l'eusse désiré. Je pensais que votre honneur regardait la mort de Charles Ier comme un malheur nécessaire au bien de l'Angleterre. Eh bien, dit Cromwell, c'est toujours mon avis. Mais pourvu qu'il mourût, c'était tout ce qu'il fallait. Mieux eût valu, peut-être, que ce ne fût point sur un échafaud. Pourquoi cela, votre honneur ? Cromwell sourit. Pardon, dit Mordaunt,
Mais vous savez, général, que je suis un apprenti politique, et je désire profiter en toutes circonstances des leçons que veut bien me donner mon maître. Parce qu'on eût dit que je l'avais fait condamner par justice, et que je l'avais laissé fuir par miséricorde. Mais s'il avait fui effectivement, impossible. Impossible? Oui, mes précautions étaient prises. Et votre honneur connaît-il les 4 hommes qui avaient entrepris de sauver le roi? Ce sont ces 4 Français, dont 2 ont été envoyés par madame Henriette à son mari, et 2 par Mazarin à moi. Et croyez-vous, monsieur, que Mazarin les ait chargés de faire ce qu'ils ont fait? C'est possible, mais il les désavouera. Vous croyez? J'en suis sûr. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont échoué. Votre honneur m'avait donné 2 de ces Français, alors qu'ils n'étaient coupables que d'avoir porté les armes en faveur de Charles Ier. Maintenant qu'ils sont coupables de complot contre l'Angleterre, votre honneur veut-il me les donner tous les 4? Prenez-les, dit Cromwell. Mordaunt s'inclina avec un sourire de triomphale férocité. Mais, dit Cromwell, voyant que Mordaunt s'apprêtait à le remercier, revenons, s'il vous plaît, à ce malheureux Charles. A-t-on crié parmi le peuple? Fort peu, si ce n'est « Vive Cromwell ». Où étiez-vous placé? Mordaunt regarda un instant le général pour essayer de lire dans ses yeux s'il faisait une question inutile et s'il savait tout. Mais le regard ardent de Mordaunt ne put pénétrer dans les sombres profondeurs du regard de Cromwell. « J'étais placé de manière à tout voir et à tout entendre, » répondit Mordaunt. Ce fut au tour de Cromwell de regarder fixement Mordaunt et au tour de Mordaunt de se rendre impénétrable. Après quelques secondes d'examen, il détourna les yeux avec indifférence. « Il paraît, dit Cromwell, que le bourreau improvisé a fort bien fait son devoir. Le coup, à ce qu'on m'a rapporté du moins, a été appliqué de main de maître. » Mordaunt se rappela que Cromwell lui avait dit n'avoir aucun détail, et il fut dès lors convaincu que le général avait assisté à l'exécution, caché derrière quelque rideau ou quelque jalousie. « En effet, dit Mordaunt d'une voix calme et avec un visage impassible, un seul coup a suffi. »« Peut-être, dit Cromwell. Était-ce un homme du métier? »« Le croyez-vous, monsieur? » ?»« Pourquoi pas? Cet homme n'avait pas l'air d'un bourreau. »« Et quel autre qu'un bourreau, demanda Cromwell, eût voulu exercer cet affreux métier? Mais, dit Mordaunt, peut-être quelque ennemi personnel du roi Charles, qui aura fait vœu de vengeance et qui aura accompli ce vœu, peut-être quelque gentilhomme qui avait de graves raisons de haïr le roi déchu et qui, sachant qu'il allait fuir et lui échapper, s'est placé ainsi sur sa route, le front masqué et la hache à la main, non plus comme suppléant du bourreau, mais comme mandataire de la fatalité. « C'est possible, dit Cromwell. « Et si cela était ainsi, dit Mordaunt, votre honneur condamnerait-il son action? »« Ce n'est point à moi de juger, dit Cromwell. C'est une affaire entre lui et Dieu. Mais si votre honneur connaissait ce gentilhomme? »« Je ne le connais pas, monsieur, répondit Cromwell, et ne veux pas le connaître. Que m'importe à moi que ce soit celui-là ou un autre, du moment où Charles était condamné, ce n'est point un homme qui a tranché la tête, c'est une hache. Et cependant, sans cet homme, dit Mordaunt, le roi était sauvé. » Cromwell sourit. « Sans doute, vous l'avez dit vous-même, on l'enlevait. » On l'enlevait jusqu'à Greenwich. Là, il s'embarquait sur une felouque avec ses 4 sauveurs. Mais sur la felouque étaient 4 hommes à moi et 5 tonneaux de poudre à la nation. En mer, les 4 hommes descendaient dans la chaloupe, et vous êtes déjà trop habile politique, Mordaunt, pour que je vous explique le reste. Oui, en mer, ils sautaient tous. Justement, l'explosion faisait ce que la hache n'avait pas voulu faire. Le roi Charles disparaissait, anéanti. On disait qu'échappé à la justice humaine, il avait été poursuivi et atteint par la vengeance céleste.
Nous n'étions plus que ses juges, et c'était Dieu qui était son bourreau. Voilà ce que m'a fait perdre votre gentilhomme masqué, Mordaunt. Vous voyez donc bien que j'avais raison quand je ne voulais pas le connaître, car, en vérité, malgré ses excellentes intentions, je ne saurais lui être reconnaissant de ce qu'il a fait. Monsieur, dit Mordaunt, comme toujours je m'incline et m'humilie devant vous. Vous êtes un profond penseur, et, continua-t-il, votre idée de la felouque minée est sublime. Absurde, dit Cromwell, puisqu'elle est devenue inutile. Il n'y a d'idée sublime en politique que celle qui porte ses fruits. Toute idée qui avorte est folle et aride. Vous irez donc ce soir à Greenwich, Mordaunt, dit Cromwell en se levant. Vous demanderez le patron de la felouque l'éclair. Vous lui montrerez un mouchoir blanc noué par les 4 bouts. C'était le signe convenu. Vous direz aux gens de reprendre terre et vous ferez reporter la poudre à l'arsenal. À moins que, répondit Mordaunt, dont le visage s'était illuminé d'une joie sauvage pendant que Cromwell parlait. À moins que cette felouque, telle qu'elle est, ne puisse servir à vos projets personnels. Ah, milord, milord, s'écria Mordaunt. Dieu, en vous faisant son élu, vous a donné son regard, auquel rien ne peut échapper. Je crois que vous m'appelez milord, dit Cromwell en riant. C'est bien, parce que nous sommes entre nous, mais il faudrait faire attention qu'une pareille parole ne vous échappât devant nos imbéciles de puritains. N'est-ce pas ainsi que votre honneur sera appelé bientôt? Je l'espère, du moins, dit Cromwell, mais il n'est pas encore temps. Cromwell se leva et prit son manteau. Vous vous retirez, monsieur? demanda Mordaunt. Oui, dit Cromwell, j'ai couché ici hier et avant-hier, et vous savez que ce n'est pas mon habitude de coucher 3 fois dans le même lit. Ainsi, dit Mordaunt, votre honneur me donne toute liberté pour la nuit, et même pour la journée de demain, si besoin est, dit Cromwell. Depuis hier soir, ajouta-t-il en souriant, vous avez assez fait pour mon service, et si vous avez quelques affaires personnelles à régler, il est juste que je vous laisse votre temps. Merci, monsieur, il sera bien employé, je l'espère. Cromwell fit à Mordaunt un signe de la tête, puis, se retournant, « Êtes-vous armé ?» demanda-t-il. « J'ai mon épée, » dit Mordaunt. « Et personne qui vous attende à la porte ?»« Personne. »« Alors, vous devriez venir avec moi, Mordaunt. »« Merci, monsieur. Les détours que vous êtes obligé de faire en passant par le souterrain me prendraient du temps, et, d'après ce que vous venez de me dire, je n'en ai peut-être que trop perdu. Je sortirai par l'autre porte. »« Allez donc, » dit Cromwell. Et, posant la main sur un bouton caché, il fit ouvrir une porte si bien perdue dans la tapisserie qu'il était impossible à l'œil le plus exercé de la reconnaître. Cette porte, mue par un ressort d'acier, se referma sur lui. C'était une de ces issues secrètes comme l'histoire nous dit qu'il en existait dans toutes les mystérieuses maisons qu'habitait Cromwell. Celle-là passait sous la rue déserte et allait s'ouvrir au fond d'une grotte dans le jardin d'une autre maison située à 100 pas de celle que le futur protecteur venait de quitter. C'était pendant cette dernière partie de la scène que, par l'ouverture que laissait un pan du rideau mal tiré, Grimaud avait aperçu les 2 hommes et avait successivement reconnu Cromwell et Mordaunt. On a vu l'effet qu'avait produit la nouvelle sur les 4 amis. D'Artagnan fut le premier qui reprit la plénitude de ses facultés. « Mordaunt, dit-il, ah, par le ciel, c'est Dieu lui-même qui nous l'envoie. »« Oui, dit Porthos, enfonçons la porte et tombons sur lui. »« Au contraire, dit D'Artagnan, n'enfonçons rien, pas de bruit, le bruit appelle du monde. Car s'il est, comme le dit Grimaud, avec son digne maître, il doit y avoir, caché à une 50aine de pas d'ici, quelques postes des côtes de fer. Holà, Grimaud, venez ici et tâchez de vous tenir sur vos jambes. Grimaud s'approcha. La fureur lui était revenue avec le sentiment, mais il était ferme.
Bien, continua d'Artagnan. Maintenant, montez de nouveau à ce balcon et dites-nous si le Mordaunt est encore en compagnie, s'il s'apprête à sortir ou à se coucher. S'il est en compagnie, nous attendrons qu'il soit seul. S'il sort, nous le prendrons à la sortie. S'il reste, nous enfoncerons la fenêtre. C'est toujours moins bruyant et moins difficile qu'une porte. Grimaud commença à escalader silencieusement la fenêtre. « Gardez l'autre issue, Athos et Aramis. Nous restons ici avec Porthos. » Les deux amis obéirent. « Eh bien, Grimaud ?» demanda d'Artagnan. « Il est seul, » dit Grimaud. « Tu en es sûr ?»« Oui. »« Nous n'avons pas vu sortir son compagnon. Peut-être est-il sorti par l'autre porte. Que fait-il ? Il s'enveloppe de son manteau et met ses gants. »« À nous !» murmura d'Artagnan. Porthos mit la main à son poignard, qu'il tira machinalement du fourreau. « Rengaine, ami Porthos, dit d'Artagnan. Il ne s'agit point ici de frapper d'abord. Nous le tenons, procédons avec ordre. Nous avons quelques explications mutuelles à nous demander, et ceci est un pendant de la scène d'Armentières. Seulement, espérons que celui-ci n'aura point de progéniture, et que, si nous l'écrasons, tout sera bien écrasé avec lui. Chut, dit Grimaud, le voilà qui s'apprête à sortir. Il s'approche de la lampe, il la souffle. Je ne vois plus rien. À terre alors, à terre ! Grimaud sauta en arrière et tomba sur ses pieds. La neige assourdissait le bruit. On n'entendit rien. Va prévenir Athos et Aramis qu'ils se placent de chaque côté de la porte, comme nous allons faire Porthos et moi, qu'ils frappent dans leurs mains s'ils le tiennent. Nous frapperons dans les nôtres si nous le tenons. Grimaud disparut. Porthos, Porthos, dit d'Artagnan, effacez mieux vos larges épaules, cher ami. Il faut qu'il sorte sans rien voir. Pourvu qu'il sorte par ici. Chut, dit d'Artagnan. Porthos se colla contre le mur à croire qu'il y voulait rentrer. D'Artagnan en fit autant. On entendit alors retentir le pas de Mordaunt dans l'escalier sonore. Un guichet inaperçu glissa en grinçant dans son coulisseau. Mordaunt regarda, et, grâce aux précautions prises par les deux amis, il ne vit rien. Alors il introduisit la clef dans la serrure. La porte s'ouvrit, et il parut sur le seuil. Au même instant, il se trouva face à face avec d'Artagnan. Il voulut repousser la porte, Porthos s'élança sur le bouton et la rouvrit toute grande. Porthos frappa 3 fois dans ses mains. Athos et Aramis accoururent. Mordaunt devint livide, mais il ne poussa point un cri, mais n'appela point au secours. D'Artagnan marcha droit sur Mordaunt et, le repoussant pour ainsi dire avec sa poitrine, lui fit remonter à reculons tout l'escalier, éclairé par une lampe qui permettait au Gascon de ne pas perdre de vue les mains de Mordaunt. Mais Mordaunt comprit que, d'Artagnan tué, il lui resterait encore à se défaire de ses 3 autres ennemis. Il ne fit donc pas un seul mouvement de défense, pas un seul geste de menace. Arrivé à la porte, Mordaunt se sentit acculé contre elle, et sans doute il crut que c'était là que tout allait finir pour lui. Mais il se trompait. D'Artagnan étendit la main et ouvrit la porte. Mordaunt et lui se trouvèrent donc dans la chambre où 10 minutes auparavant le jeune homme causait avec Cromwell. Porthos entra derrière lui. Il avait étendu le bras et décroché la lampe du plafond. À l'aide de cette première lampe, il alluma la seconde. Athos et Aramis parurent à la porte, qu'ils refermèrent à clé. « Prenez donc la peine de vous asseoir, » dit d'Artagnan en présentant un siège au jeune homme. Celui-ci prit la chaise des mains de d'Artagnan et s'assit, pâle mais calme. À 3 pas de lui, Aramis approcha 3 sièges pour lui, d'Artagnan et Porthos. Athos alla s'asseoir dans un coin, à l'angle le plus éloigné de la chambre, paraissant résolu de rester spectateur immobile de ce qui allait se passer. Porthos s'assit à la gauche et Aramis à la droite de d'Artagnan. Athos paraissait accablé. Porthos se frottait les paumes des mains avec une impatience fiévreuse. Aramis se mordait, tout en souriant, les lèvres jusqu'au sang. D'Artagnan, seul, se modérait, du moins en apparence. « Monsieur Mordaunt, dit-il au jeune homme, puisque, après tant de jours perdus à courir les uns après les autres, le hasard nous rassemble enfin,
causons un peu, s'il vous plaît. Chapitre 74. Conversation. Mordaunt avait été surpris si inopinément, il avait monté les degrés sous l'impression d'un sentiment si confus encore, que sa réflexion n'avait pu être complète. Ce qu'il y avait de réel, c'est que son premier sentiment avait été tout entier à l'émotion, à la surprise et à l'invincible terreur qui saisit tout homme dont un ennemi mortel et supérieur en force étreint le bras au moment même où il croit, cet ennemi, dans un autre lieu et occupé d'autres soins. Mais une fois assis, mais du moment qu'il s'aperçut qu'un sursis lui était accordé, n'importe dans quelle intention, il concentra toutes ses idées et rappela toutes ses forces. Le feu du regard de d'Artagnan, au lieu de l'intimider, l'électrisa, pour ainsi dire, car ce regard, tout brûlant de menaces qu'il se répandit sur lui, était franc dans sa haine et dans sa colère. Mordaunt, prêt à saisir toute occasion qui lui serait offerte de se tirer d'affaire, soit par la force, soit par la ruse, se ramassa donc sur lui-même, comme fait l'ours acculé dans sa tanière, et qui suit d'un œil, en apparence immobile, tous les gestes du chasseur qui l'a traqué. Cependant, cet œil, par un mouvement rapide, se porta sur l'épée longue et forte qui battait sur sa hanche. Il posa sans affectation sa main gauche sur la poignée, la ramena à la portée de la main droite, et s'assit comme l'en priait d'Artagnan. Ce dernier attendait sans doute quelques paroles agressives pour entamer une de ces conversations railleuses ou terribles, comme il les soutenait si bien. Aramis se disait tout bas, « Nous allons entendre des banalités ». Porthos mordait sa moustache en murmurant, « Voilà bien des façons, mordieu, pour écraser ce serpenteau ». Athos s'effaçait dans l'angle de la chambre, immobile et pâle comme un bas-relief de marbre, et sentant, malgré son immobilité, son front se mouiller de sueur. Mordaunt ne disait rien, seulement, lorsqu'il se fut bien assuré que son épée était toujours à sa disposition, il croisa imperturbablement les jambes et attendit. Ce silence ne pouvait se prolonger plus longtemps sans devenir ridicule. D'Artagnan le comprit, et comme il avait invité Mordaunt à s'asseoir pour causer, il pensa que c'était à lui de commencer la conversation. « Il me paraît, monsieur, dit-il avec sa mortelle politesse, que vous changez de costume presque aussi rapidement que je l'ai vu faire au mime italien que monsieur le cardinal Mazarin fit venir de Bergame, et qu'il vous a sans doute mené voir pendant votre voyage en France. » Mordaunt ne répondit rien. « Tout à l'heure, continua d'Artagnan, vous étiez déguisé, je veux dire, habillé en assassin, et maintenant... Et maintenant, au contraire, j'ai tout l'air d'être dans l'habit d'un homme qu'on va assassiner, n'est-ce pas ? Répondit Mordaunt de sa voix calme et brève. Oh, monsieur, répondit d'Artagnan, comment pouvez-vous dire de ces choses-là quand vous êtes en compagnie de gentilshommes et que vous avez une si bonne épée au côté ? Il n'y a pas si bonne épée, monsieur, qui vaille 4 épées et 4 poignards, sans compter les épées et les poignards de vos acolytes qui vous attendent à la porte. Pardon, monsieur, reprit d'Artagnan, vous faites erreur. Ceux qui nous attendent à la porte ne sont point nos acolytes, mais nos laquais. Je tiens à rétablir les choses dans leur plus scrupuleuse vérité. Mordaunt ne répondit que par un sourire qui crispa ironiquement ses lèvres. « Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit, reprit d'Artagnan, et j'en reviens à ma question. Je me faisais donc l'honneur de vous demander, monsieur, pourquoi vous aviez changé d'extérieur. Le masque vous était assez commode, ce me semble. La barbe grise vous seyait à merveille, et quant à cette hache dont vous avez fourni un si illustre coup, je crois qu'elle ne vous irait pas mal non plus dans ce moment. Pourquoi donc vous en êtes-vous dessaisi ? Parce qu'en me rappelant la scène d'Armentières, j'ai pensé que je trouverais 4 haches pour une, puisque j'allais me trouver entre 4 bourreaux. Monsieur, répondit d'Artagnan avec le plus grand calme, bien qu'un léger mouvement de ses sourcils annonçât qu'il commençait à s'échauffer. Monsieur,
Quoique profondément vicieux et corrompu, vous êtes excessivement jeune, ce qui fait que je ne m'arrêterai pas à vos discours frivoles. Oui, frivoles, car ce que vous venez de dire à propos d'Armentières n'a pas le moindre rapport avec la situation présente. En effet, nous ne pouvions pas offrir une épée à madame votre mère et la prier de s'escrimer contre nous. Mais à vous, monsieur, à un jeune cavalier qui joue du poignard et du pistolet, comme nous vous avons vu faire, et qui porte une épée de la taille de celle-ci, il n'y a personne qui n'ait le droit de demander la faveur d'une rencontre. « Ah ah !» dit Mordaunt, « c'est donc un duel que vous voulez ?» Et il se leva, l'œil étincelant, comme s'il était disposé à répondre à l'instant même à la provocation. Porthos se leva aussi, prêt, comme toujours, à ces sortes d'aventures. « Pardon, pardon, dit D'Artagnan, avec le même sang-froid. Ne nous pressons pas, car chacun de nous doit désirer que les choses se passent dans toutes les règles. Rasseyez-vous donc, cher Porthos, et vous, monsieur Mordaunt, veuillez demeurer tranquille. Nous allons régler au mieux cette affaire, et je vais être franc avec vous. Avouez, monsieur Mordaunt, que vous avez bien envie de nous tuer, les uns ou les autres. »« Les uns et les autres, » répondit Mordaunt. D'Artagnan se retourna vers Aramis et lui dit « C'est un bien grand bonheur, convenez-en, cher Aramis, que monsieur Mordaunt connaisse si bien les finesses de la langue française. Au moins, il n'y aura pas de malentendu entre nous, et nous allons tout régler merveilleusement. » Puis, se retournant vers Mordaunt, « Cher monsieur Mordaunt, continua-t-il, je vous dirai que ces messieurs payent de retour vos bons sentiments à leur égard, et seraient charmés de vous tuer aussi. Je vous dirai plus, c'est qu'ils vous tueront probablement. Toutefois, ce sera en gentilshommes loyaux, et la meilleure preuve que l'on puisse fournir, la voici. » Et, ce disant, D'Artagnan jeta son chapeau sur le tapis, recula sa chaise contre la muraille, fit signe à ses amis d'en faire autant, et, saluant Mordaunt avec une grâce toute française, « À vos ordres, monsieur, continua-t-il, car si vous n'avez rien à dire contre l'honneur que je réclame, c'est moi qui commencerai, s'il vous plaît. Mon épée est plus courte que la vôtre, c'est vrai, mais baste. J'espère que le bras suppléera à l'épée. »« Halte là !» dit Porthos en s'avançant. « Je commence, moi, et sans rhétorique. »« Permettez, Porthos, » dit Aramis. Athos ne fit pas un mouvement. On eût dit d'une statue. Sa respiration même semblait arrêtée. « Messieurs, messieurs, dit D'Artagnan, soyez tranquilles. Vous aurez votre tour. Regardez donc les yeux de monsieur et lisez-y la haine bienheureuse que nous lui inspirons. Voyez comme il a habilement dégainé. Admirez avec quelle circonspection il cherche tout autour de lui s'il ne rencontrera pas quelque obstacle qui l'empêche de rompre. Eh bien, tout cela ne vous prouve-t-il pas que monsieur Mordaunt est une fine lame et que vous me succéderez avant peu pourvu que je le laisse faire ? Demeurez donc à votre place comme Athos, dont je ne puis trop vous recommander le calme, et laissez-moi l'initiative que j'ai prise. D'ailleurs, continua-t-il, tirant son épée avec un geste terrible, j'ai particulièrement affaire à monsieur, et je commencerai. Je le désire, je le veux. C'était la première fois que D'Artagnan prononçait ce mot en parlant à ses amis. Jusque-là, il s'était contenté de le penser. Porthos recula, Aramis mit son épée sous son bras, Athos demeura immobile dans l'angle obscur où il se tenait, non pas calme, comme le disait D'Artagnan, mais suffoqué, mais haletant. « Remettez votre épée au fourreau, chevalier, dit D'Artagnan à Aramis. Monsieur pourrait croire à des intentions que vous n'avez pas. » Puis, se retournant vers Mordaunt, « Monsieur, lui dit-il, je vous attends. »« Et moi, messieurs, je vous admire. Vous discutez à qui commencera de se battre contre moi, et vous ne me consultez pas là-dessus, moi que la chose regarde un peu. Ce me semble. Je vous hais tous quatre, c'est vrai, mais à des degrés différents. J'espère vous tuer tous quatre, mais j'ai plus de chances de tuer le premier que le second que le troisième que le dernier. Je réclame donc le droit de choisir mon adversaire. Si vous me déniez ce droit, tuez-moi. Je ne me battrai pas. » Les quatre amis se regardèrent. « C'est juste, dirent Porthos et Aramis,
qui espéraient que le choix tomberait sur eux. Athos ni d'Artagnan ne dirent rien, mais leur silence même était un assentiment. « Eh bien, dit Mordaunt au milieu du silence profond et solennel qui régnait dans cette mystérieuse maison. « Eh bien, je choisis pour mon premier adversaire celui de vous qui, ne se croyant plus digne de se nommer le comte de la Fère, s'est fait appeler Athos. » Athos se leva de sa chaise comme si un ressort l'eût mis sur ses pieds, mais, au grand étonnement de ses amis, après un moment d'immobilité et de silence. « Monsieur Mordaunt, dit-il, en secouant la tête, tout duel entre nous deux est impossible. Faites à quelque autre l'honneur que vous me destiniez. » Et il se rassit. « Ah, dit Mordaunt, en voilà déjà un qui a peur. »« Mille tonnerres !» s'écria d'Artagnan en bondissant vers le jeune homme. « Qui a dit ici qu'Athos avait peur ?»« Laissez dire, d'Artagnan, » reprit Athos avec un sourire plein de tristesse et de mépris. « C'est votre décision, Athos, reprit le Gascon. Irrévocable. C'est bien, n'en parlons plus. » Puis se retournant vers Mordaunt. « Vous l'avez entendu, monsieur, dit-il. Le comte de la Fère ne veut pas vous faire l'honneur de se battre avec vous. Choisissez parmi nous quelqu'un qui le remplace. » « Du moment que je ne me bats pas avec lui, dit Mordaunt, peu m'importe avec qui je me batte. Mettez vos noms dans un chapeau et je tirerai au hasard. »« Oh, voilà une idée, dit d'Artagnan. »« En effet, ce moyen concilie tout, dit Aramis. »« Je n'y eusse point songé, dit Porthos, et cependant c'est bien simple. »« Voyons, Aramis, dit d'Artagnan, écrivez-nous cela de cette jolie petite écriture avec laquelle vous écriviez à Marie Michon pour la prévenir que la mère de monsieur voulait faire assassiner Milord Buckingham. » Mordaunt supporta cette nouvelle attaque sans sourciller. Il était debout, les bras croisés, et paraissait aussi calme qu'un homme peut l'être en pareille circonstance. Si ce n'était pas du courage, c'était du moins de l'orgueil, ce qui ressemble beaucoup. Aramis s'approcha du bureau de Cromwell, déchira 3 morceaux de papier d'égale grandeur, écrivit sur le premier son nom, à lui, et sur les 2 autres, les noms de ses compagnons, les présenta tout ouverts à Mordaunt, qui, sans les lire, fit un signe de tête qui voulait dire qu'il s'en rapportait parfaitement à lui. Puis, les ayant roulés, il les mit dans un chapeau et les présenta au jeune homme. Celui-ci plongea la main dans le chapeau et en tira un des 3 papiers, qu'il laissa dédaigneusement retomber, sans le lire, sur la table. « Ah, serpenteau !» murmura d'Artagnan. « Je donnerais toutes mes chances au grade de capitaine des mousquetaires pour que ce bulletin porte à mon nom. » Aramis ouvrit le papier, mais, quelque calme et quelque froideur qu'il affectât, on voyait que sa voix tremblait de haine et de désir. « D'Artagnan » lut-il à haute voix. D'Artagnan jeta un cri de joie. « Ah » dit-il, « il y a donc une justice au ciel !» Puis, se retournant vers Mordaunt. « J'espère, monsieur, dit-il, que vous n'avez aucune objection à faire. »« Aucune, monsieur, dit Mordaunt, en tirant à son tour son épée et en appuyant la pointe sur sa botte. Du moment que d'Artagnan fut sûr que son désir était exaucé et que son homme ne lui échapperait point, il reprit toute sa tranquillité, tout son calme et même toute la lenteur qu'il avait l'habitude de mettre aux préparatifs de cette grave affaire qu'on appelle un duel. Il releva promptement ses manchettes, frotta la semelle de son pied droit sur le parquet, ce qui ne l'empêcha pas de remarquer que, pour la seconde fois, Mordaunt lançait autour de lui le singulier regard qu'une fois déjà il avait saisi au passage. « Êtes-vous prêt, monsieur ?» dit-il enfin. « C'est moi qui vous attends, monsieur, » répondit Mordaunt en relevant la tête et en regardant d'Artagnan avec un regard dont il serait impossible de rendre l'expression. « Alors, prenez garde à vous, monsieur, » dit le Gascon, « car je tire assez bien l'épée. »« Et moi aussi, » dit Mordaunt. « Tant mieux, cela met ma conscience en repos. En garde. »« Un moment, » dit le jeune homme, « engagez-moi votre parole, messieurs, que vous ne me chargerez que les uns après les autres. »
C'est pour avoir le plaisir de nous insulter que tu nous demandes cela, petit serpent? Dit Porthos. Non, c'est pour avoir, comme disait monsieur, tout à l'heure, la conscience tranquille. Ce doit être pour autre chose, murmura d'Artagnan en secouant la tête et en regardant avec une certaine inquiétude autour de lui. Foi de gentilhomme, dirent ensemble Aramis et Porthos. En ce cas, messieurs, dit Mordaunt, rangez-vous dans quelque coin, comme a fait monsieur le comte de la Fère, qui, s'il ne veut point se battre, me paraît connaître au moins les règles du combat, et livrez-nous de l'espace, nous allons en avoir besoin. Soit, dit Aramis. Voilà bien des embarras, dit Porthos. Rangez-vous, messieurs, dit d'Artagnan, il ne faut pas laisser à monsieur le plus petit prétexte de se mal conduire, ce dont, sauf le respect que je lui dois, il me semble avoir grande envie. Cette nouvelle raillerie alla s'émousser sur la face impassible de Mordaunt. Porthos et Aramis se rangèrent dans le coin parallèle à celui où se tenait Athos, de sorte que les deux champions se trouvèrent occuper le milieu de la chambre, c'est-à-dire qu'ils étaient placés en pleine lumière, les deux lampes qui éclairaient la scène étant posées sur le bureau de Cromwell. Il va sans dire que la lumière s'affaiblissait à mesure qu'on s'éloignait du centre de son rayonnement. « Allons, dit d'Artagnan, êtes-vous enfin prêt, monsieur ?»« Je le suis, dit Mordaunt. Tous deux firent en même temps un pas en avant, et grâce à ce seul et même mouvement, les fers furent engagés. D'Artagnan était une lame trop distinguée pour s'amuser, comme on dit en termes d'académie, à tâter son adversaire. Il fit une feinte brillante et rapide. La feinte fut parée par Mordaunt. « Ah ah !» fit-il avec un sourire de satisfaction. Et, sans perdre de temps, croyant voir une ouverture, il allongea un coup droit, rapide et flamboyant comme l'éclair. Mordaunt para un contre deux cartes si serré qu'il ne fut pas sorti de l'anneau d'une jeune fille. « Je commence à croire que nous allons nous amuser, » dit d'Artagnan. « Oui, » murmura Aramis, « mais en vous amusant, jouez serré. »« Sans Dieu, mon ami, faites attention, » dit Porthos. Mordaunt sourit à son tour. « Ah, monsieur, » dit d'Artagnan, « que vous avez un vilain sourire. C'est le diable qui vous a appris à sourire ainsi, n'est-ce pas ?» Mordaunt ne répondit qu'en essayant de lier l'épée de d'Artagnan avec une force que le Gascon ne s'attendait pas à trouver dans ce corps débile en apparence. Mais, grâce à une parade non moins habile que celle que venait d'exécuter son adversaire, il rencontra à temps le fer de Mordaunt, qui glissa le long du sien sans rencontrer sa poitrine. Mordaunt fit rapidement un pas en arrière. « Ah, vous rompez, » dit d'Artagnan. « Vous tournez ? Comme il vous plaira. J'y gagne même quelque chose. Je ne vois plus votre méchant sourire. Me voilà tout à fait dans l'ombre. Tant mieux. Vous n'avez pas idée comme vous avez le regard faux, monsieur, surtout lorsque vous avez peur. Regardez un peu mes yeux, et vous verrez une chose que votre miroir ne vous montrera jamais, c'est-à-dire un regard loyal et franc. » Mordaunt, à ce flux de paroles, qui n'était peut-être pas de très bon goût, mais qui était habituel à d'Artagnan, lequel avait pour principe de préoccuper son adversaire, ne répondit pas un seul mot. Mais il rompait, et, tournant toujours, il parvint ainsi à changer de place avec d'Artagnan. Il souriait de plus en plus. Ce sourire commença d'inquiéter le Gascon. « Allons, allons, il faut en finir, » dit d'Artagnan. « Le drôle a des jarrets de fer. En avant, les grands coups. » Et à son tour, il pressa Mordaunt, qui continua de rompre, mais évidemment par tactique, sans faire une faute dont d'Artagnan put profiter, sans que son épée s'écartât un instant de la ligne. Cependant, comme le combat avait lieu dans une chambre et que l'espace manquait aux combattants, bientôt le pied de Mordaunt toucha la muraille, à laquelle il appuya sa main gauche. « Ah !» fit d'Artagnan, « pour cette fois, vous ne romprez plus, mon bel ami. » « Messieurs, continua-t-il en serrant les lèvres et en fronçant le sourcil, avez-vous jamais vu un scorpion cloué à un mur ? Non ? Eh bien, vous allez le voir. » Et, en une seconde, d'Artagnan porta 3 coups terribles à Mordaunt. Tous 3 le touchèrent, mais en l'effleurant. D'Artagnan ne comprenait rien à cette puissance.
Les 3 amis regardaient haletants, la sueur au front. Enfin, D'Artagnan, engagé de trop près, fit à son tour un pas en arrière pour préparer un 4e coup, ou plutôt pour l'exécuter, car pour D'Artagnan, les armes, comme les échecs, étaient une vaste combinaison dont tous les détails s'enchaînaient les uns aux autres. Mais au moment où, après une feinte rapide et serrée, il attaquait prompt comme l'éclair, la muraille sembla se fendre. Mordaunt disparut par l'ouverture béante, et l'épée de D'Artagnan, prise entre les 2 panneaux, se brisa comme si elle eût été de verre. D'Artagnan fit un pas en arrière. La muraille se referma. Mordaunt avait manœuvré, tout en se défendant, de manière à venir s'adosser à la porte secrète par laquelle nous avons vu sortir Cromwell. Arrivé là, il avait de la main gauche cherché et poussé le bouton. Puis il avait disparu, comme disparaissent au théâtre ces mauvais génies qui ont le don de passer à travers les murailles. Le Gascon poussa une imprécation furieuse, à laquelle, de l'autre côté du panneau de fer, répondit un rire sauvage, rire funèbre qui fit passer un frisson jusque dans les veines du sceptique Aramis. « À moi, messieurs !» cria D'Artagnan. « Enfonçons cette porte !»« C'est le démon en personne !» dit Aramis, en accourant à l'appel de son ami. « Il nous échappe, sang Dieu ! Il nous échappe !» hurla Porthos en appuyant sa large épaule contre la cloison, qui, retenue par quelque ressort secret, ne bougea point. « Tant mieux, » murmura sourdement Athos. « Je m'en doutais, mordiou !» dit D'Artagnan en s'épuisant en efforts inutiles. « Je m'en doutais. Quand le misérable a tourné autour de la chambre, je prévoyais quelque infâme manœuvre, je devinais qu'il tramait quelque chose, mais qui pouvait se douter de cela ? C'est un affreux malheur que nous envoie le diable son ami, s'écria Aramis. C'est un bonheur manifeste que nous envoie Dieu, dit Athos, avec une joie évidente. En vérité, répondit D'Artagnan en haussant les épaules et en abandonnant la porte qui, décidément, ne voulait pas s'ouvrir. Vous baissez, Athos. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles à des gens comme nous, mordious ? Vous ne comprenez donc pas la situation ? Quoi donc ? Quelle situation ? Demanda Porthos. À ce jeu, quiconque ne tue pas est tué, reprit D'Artagnan. Voyons, maintenant, mon cher, entre-t-il dans vos jérémiades expiatoires que M. Mordaunt nous sacrifie à sa piété filiale ? Si c'est votre avis, dites-le franchement. Oh, D'Artagnan, mon ami, c'est qu'en vérité, c'est pitié que de voir les choses à ce point de vue. Le misérable va nous envoyer 100 côtes de fer qui nous pileront comme grains dans ce mortier de M. Cromwell. Allons, allons, en route. Si nous demeurons 5 minutes seulement ici, c'est fait de nous. Oui, vous avez raison. En route, reprirent Athos et Aramis. Et où allons-nous ? demanda Porthos. À l'hôtel, cher ami, prendre nos hardes et nos chevaux, puis de là, s'il plaît à Dieu, en France, où, du moins, je connais l'architecture des maisons. Notre bateau nous attend. Ma foi, c'est encore heureux. Et D'Artagnan, joignant l'exemple au précepte, remit au fourreau son tronçon d'épée, ramassa son chapeau, ouvrit la porte de l'escalier et descendit rapidement, suivi de ses 3 compagnons. À la porte, les fugitifs retrouvèrent leurs laquais et leur demandèrent des nouvelles de Mordaunt. Mais ils n'avaient vu sortir personne. Chapitre 75. La felouque, l'éclair. D'Artagnan avait deviné juste. Mordaunt n'avait pas de temps à perdre et n'en avait pas perdu. Il connaissait la rapidité de décision et d'action de ses ennemis. Il résolut donc d'agir en conséquence. Cette fois, les mousquetaires avaient trouvé un adversaire digne d'eux. Après avoir refermé avec soin la porte derrière lui, Mordaunt se glissa dans le souterrain, tout en remettant au fourreau son épée inutile, et, gagnant la maison voisine, il s'arrêta pour se tâter et reprendre haleine. « Bon, dit-il, rien, presque rien. Des égratignures, voilà tout. 2 au bras, l'autre à la poitrine. Les blessures que je fais sont meilleures, moi. Qu'on demande au bourreau de Béthune, à mon oncle de Winter et au roi Charles. Maintenant, pas une seconde à perdre.
car une seconde de perdu les sauve peut-être, et il faut qu'ils meurent tous 4 ensemble. D'un seul coup, dévorés par la foudre des hommes, à défaut de celle de Dieu. Il faut qu'ils disparaissent, brisés, anéantis, dispersés. Courons donc jusqu'à ce que mes jambes ne puissent plus me porter, jusqu'à ce que mon cœur se gonfle dans ma poitrine, mais arrivons avant eux. Et Mordaunt se mit à marcher d'un pas rapide, mais plus égal, vers la première caserne de cavalerie, distante d'un quart de lieue à peu près. Il fit ce quart de lieue en 4 ou 5 minutes. Arrivé à la caserne, il se fit reconnaître, prit le meilleur cheval de l'écurie, sauta dessus et gagna la route. Un quart d'heure après, il était à Greenwich. « Voilà le port, » murmura-t-il. « Ce point sombre là-bas, c'est l'île des chiens. Bon, j'ai une demi-heure d'avance sur eux. 1 heure peut-être. Niais que j'étais. J'ai failli m'asphyxier par ma précipitation insensée. Maintenant, ajouta-t-il en se dressant sur ses étriers, comme pour voir au loin, parmi tous ces cordages, parmi tous ces mâts, l'éclair. Où est l'éclair ? Au moment où il prononçait mentalement ces paroles, comme pour répondre à sa pensée, un homme couché sur un rouleau de câble se leva et fit quelques pas vers Mordaunt. Mordaunt tira un mouchoir de sa poche et le fit flotter un instant en l'air. L'homme parut attentif, mais demeura à la même place, sans faire un pas en avant ni en arrière. Mordaunt fit un nœud à chacun des coins de son mouchoir. L'homme s'avança jusqu'à lui. C'était, on se le rappelle, le signal convenu. Le marin était enveloppé d'un large caban de laine qui cachait sa taille et lui voilait le visage. « Monsieur, dit le marin, ne viendrait-il pas, par hasard, de Londres pour faire une promenade sur mer ?»« Tout exprès, répondit Mordaunt. Du côté de l'île des chiens. »« C'est cela, et sans doute monsieur a une préférence quelconque. Il aimerait mieux un bâtiment qu'un autre. Il voudrait un bâtiment marcheur, un bâtiment rapide. »« Comme l'éclair, répondit Mordaunt. »« Bien, alors, c'est mon bâtiment que monsieur cherche. Je suis le patron qu'il lui faut. »« Je commence à le croire, dit Mordaunt, surtout si vous n'avez pas oublié certains signes de reconnaissance. »« Le voilà, monsieur, dit le marin en tirant de la poche de son caban un mouchoir noué aux 4 coins. « Bon, bon, s'écria Mordaunt en sautant à bas de son cheval. « Maintenant, il n'y a pas de temps à perdre. Faites conduire mon cheval à la première auberge et menez-moi à votre bâtiment. »« Mais vos compagnons, dit le marin, je croyais que vous étiez 4, sans compter les laquais. »« Écoutez, dit Mordaunt en se rapprochant du marin, je ne suis pas celui que vous attendez, comme vous n'êtes pas celui qu'ils espèrent trouver. Vous avez pris la place du capitaine Rogers, n'est-ce pas? Vous êtes ici par l'ordre du général Cromwell, et moi, je viens de sa part. »« En effet, dit le patron. « Je vous reconnais, vous êtes le capitaine Mordaunt. » Mordaunt tressaillit. « Ah, ne craignez rien, dit le patron, en abaissant son capuchon et en découvrant sa tête. « Je suis un ami. »« Le capitaine Groslow ?» s'écria Mordaunt. « Lui-même. Le général s'est souvenu que j'avais été autrefois officier de marine, et il m'a chargé de cette expédition. Y a-t-il donc quelque chose de changé? Non, rien. Tout demeure dans le même état, au contraire. C'est qu'un instant, j'avais pensé que la mort du roi n'a fait que hâter leur fuite. Dans un quart d'heure, dans 10 minutes, ils seront ici peut-être. Alors, que venez-vous faire? M'embarquer avec vous. Ah, le général douterait-il de mon zèle? Non, mais je veux assister moi-même à ma vengeance. N'avez-vous point quelqu'un qui puisse me débarrasser de mon cheval? Groslow siffla. Un marin parut. Patrick, dit Groslow, conduisez ce cheval à l'écurie de l'auberge la plus proche. Si l'on vous demande à qui il appartient, vous direz que c'est à un seigneur irlandais. Le marin s'éloigna sans faire une observation. Maintenant, dit Mordaunt, ne craignez-vous point qu'ils vous reconnaissent? Il n'y a pas de danger sous ce costume, enveloppé de ce caban par cette nuit sombre. D'ailleurs, vous ne m'avez pas reconnu, vous. Eux, à plus forte raison, ne me reconnaîtront point. C'est vrai, dit Mordaunt. D'ailleurs, ils seront loin de songer à vous. Tout est prêt, n'est-ce pas? Oui. La cargaison est chargée? Oui. 5 tonneaux pleins et 50 vides. C'est cela.
Nous conduisons du Porto à Anvers. À merveille. Maintenant, menez-moi à bord et revenez prendre votre poste, car ils ne tarderont pas à arriver. Je suis prêt. Il est important qu'aucun de vos gens ne me voie entrer. Je n'ai qu'un homme à bord, et je suis sûr de lui comme de moi-même. D'ailleurs, cet homme ne vous connaît pas, et, comme ses compagnons, il est prêt à obéir à nos ordres. Mais il ignore tout. C'est bien, allons. Ils descendirent alors vers la Tamise. Une petite barque était amarrée au rivage par une chaîne de fer fixée à un pieu. Groslow tira la barque à lui, l'assura tandis que Mordaunt descendait dedans, puis il sauta à son tour et, presque aussitôt, saisissant les avirons, il se mit à ramer de manière à prouver à Mordaunt la vérité de ce qu'il avait avancé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas oublié son métier de marin. Au bout de 5 minutes, on fut dégagé de ce monde de bâtiments qui, à cette époque déjà, encombrait les approches de Londres, et Mordaunt put voir, comme un point sombre, la petite felouque se balançant à l'ancre à 4 ou 5 encablures de l'île des Chiens. En approchant de l'éclair, Groslow siffla d'une certaine façon et vit la tête d'un homme apparaître au-dessus de la muraille. « Est-ce vous, capitaine ?» demanda cet homme. « Oui, jette l'échelle. » Et Groslow, passant léger et rapide comme une hirondelle sous le beaupré, vint se ranger bord à bord avec lui. « Montez, dit Groslow à son compagnon. Mordaunt, sans répondre, saisit la corde et grimpa le long des flancs du navire, avec une agilité et un aplomb peu ordinaires aux gens de terre. Mais son désir de vengeance lui tenait lieu d'habitude et le rendait apte à tout. Comme l'avait prévu Groslow, le matelot de garde à bord de l'Éclair ne parut pas même remarquer que son patron revenait accompagné. Mordaunt et Groslow s'avancèrent vers la chambre du capitaine. C'était une espèce de cabine provisoire bâtie en planches sur le pont. L'appartement d'honneur avait été cédé par le capitaine Rogers à ses passagers. « Et eux ?» demanda Mordaunt. « Où sont-ils ?»« À l'autre extrémité du bâtiment, » répondit Groslow. « Et ils n'ont rien à faire de ce côté ?»« Rien, absolument. »« À merveille. Je me tiens caché chez vous. Retournez à Greenwich et ramenez-les. Vous avez une chaloupe ? » ?»« Celle dans laquelle nous sommes venus. » Elle m'a paru légère et bien taillée. Une véritable pirogue. Amarrez-la à la poupe avec une liasse de chanvre, mettez-y les avirons afin qu'elle suive dans le sillage et qu'il n'y ait que la corde à couper. Munissez-la de rhum et de biscuits. Si par hasard la mer était mauvaise, vos hommes ne seraient pas fâchés de trouver sous leurs mains de quoi se réconforter. Il sera fait, comme vous dites. Voulez-vous visiter la Sainte-Barbe ? Non, à votre retour. Je veux placer la mèche moi-même, pour être sûr qu'elle ne fera pas long feu. Surtout, cachez bien votre visage, qu'ils ne vous reconnaissent pas. Soyez donc tranquille. Allez, voilà 10 heures qui sonnent à Greenwich. En effet, les vibrations d'une cloche 10 fois répétée traversèrent tristement l'air chargé de gros nuages qui roulaient au ciel pareils à des vagues silencieuses. Groslow repoussa la porte, que Mordaunt ferma en dedans, et, après avoir donné au matelot de garde l'ordre de veiller avec la plus grande attention, il descendit dans sa barque, qui s'éloigna rapidement, écumant le flot de son double aviron. Le vent était froid et la jetée déserte lorsque Groslow aborda à Greenwich. Plusieurs barques venaient de partir à la marée pleine. Au moment où Groslow prit terre, il entendit comme un galop de chevaux sur le chemin pavé de galets. « Oh oh !» dit-il, « Mordaunt avait raison de me presser. Il n'y avait pas de temps à perdre. Les voici. » En effet, c'étaient nos amis, ou plutôt leur avant-garde composée de D'Artagnan et d'Athos. Arrivés en face de l'endroit où se tenait Groslow, ils s'arrêtèrent, comme s'ils eussent deviné que celui à qui ils avaient affaire était là. Athos mit pied à terre et déroula tranquillement un mouchoir dont les 4 coins étaient noués et qu'il fit flotter au vent, tandis que D'Artagnan, toujours prudent, restait à demi penché sur son cheval, une main enfoncée dans les fontes. Groslow, qui, dans le doute où il était que les cavaliers fussent bien ceux qui l'attendaient, s'était accroupi derrière un de ces canons plantés dans le sol et qui servent à enrouler les câbles, se leva alors, en voyant le signal convenu,
et marcha droit aux gentilshommes. Il était tellement encapuchonné dans son caban qu'il était impossible de voir sa figure. D'ailleurs, la nuit était si sombre que cette précaution était superflue. Cependant, l'œil perçant d'Athos devina, malgré l'obscurité, que ce n'était pas Rogers qui était devant lui. « Que voulez-vous » dit-il à Groslow, en faisant un pas en arrière. « Je veux vous dire, milord, répondit Groslow en affectant l'accent irlandais, que vous cherchez le patron Rogers, mais que vous cherchez vainement. »« Comment cela ?» demanda Athos. « Parce que ce matin, il est tombé d'un mât de hune et qu'il s'est cassé la jambe. Mais je suis son cousin. Il m'a conté toute l'affaire et m'a chargé de reconnaître pour lui et de conduire à sa place, partout où il le désirerait, les gentilshommes qui m'apporteraient un mouchoir noué aux 4 coins comme celui que vous tenez à la main et comme celui que j'ai dans ma poche. » Et à ces mots, Groslow tira de sa poche le mouchoir qu'il avait déjà montré à Mordaunt. « Est-ce tout ?» demanda Athos. « Non, pas, milord, car il y a encore 75 livres promises si je vous débarque sain et sauf à Boulogne ou sur tout autre point de la France que vous m'indiquerez. »« Que dites-vous de cela, d'Artagnan » demanda Athos en français. « Que dit-il, d'abord » répondit celui-ci. « Ah, c'est vrai, dit Athos. J'oubliais que vous n'entendez pas l'anglais. » Et il redit à d'Artagnan la conversation qu'il venait d'avoir avec le patron. « Cela me paraît assez vraisemblable, dit le Gascon. Et à moi aussi, répondit Athos. D'ailleurs, reprit d'Artagnan, si cet homme nous trompe, nous pourrons toujours lui brûler la cervelle. Et qui nous conduira? Vous, Athos, vous savez tant de choses que je ne doute pas que vous ne sachiez conduire un bâtiment. Ma foi, dit Athos avec un sourire, tout en plaisantant, ami, vous avez presque rencontré juste. J'étais destiné par mon père à servir dans la marine, et j'ai quelques vagues notions du pilotage. Voyez-vous, s'écria d'Artagnan. Allez donc chercher nos amis, d'Artagnan, et revenez. Il est 11 heures, nous n'avons pas de temps à perdre. D'Artagnan s'avança vers 2 cavaliers qui, le pistolet au poing, se tenaient en vedette aux premières maisons de la ville. Attendant et surveillant sur le revers de la route et rangés contre une espèce de hangar. 3 autres cavaliers faisaient le guet et semblaient attendre aussi. Les 2 vedettes du milieu de la route étaient Porthos et Aramis. Les 3 cavaliers du hangar étaient Mousqueton, Blaisois et Grimaud. Seulement ce dernier, en y regardant de plus près, était double, car il avait en croupe Paris, qui devait ramener à Londres les chevaux des gentilshommes et de leurs gens, vendus à l'hôte pour payer les dettes qu'ils avaient faites chez lui. Grâce à ce coup de commerce, les 4 amis avaient pu emporter avec eux une somme sinon considérable, du moins suffisante pour faire face aux retards et aux éventualités. D'Artagnan transmit à Porthos et à Aramis l'invitation de le suivre, et ceux-ci firent signe à leurs gens de mettre pied à terre et de détacher leurs porte-manteaux. Paris se sépara, non sans regret, de ses amis. On lui avait proposé de venir en France, mais il avait opiniâtrement refusé. « C'est tout simple, » avait dit Mousqueton, « il a son idée à l'endroit de Groslow. » On se rappelle que c'était le capitaine Groslow qui lui avait cassé la tête. La petite troupe rejoignit Athos, mais déjà d'Artagnan avait repris sa méfiance naturelle. Il trouvait le quai trop désert, la nuit trop noire, le patron trop facile. Il avait raconté à Aramis l'incident que nous avons dit, et Aramis, non moins défiant que lui, n'avait pas peu contribué à augmenter ses soupçons. Un petit claquement de la langue contre ses dents traduisit à Athos les inquiétudes du Gascon. « Nous n'avons pas le temps d'être défiants, dit Athos. La barque nous attend. Entrons. D'ailleurs, dit Aramis, qui nous empêche d'être défiants et d'entrer tout de même? On surveillera le patron. Et s'il ne marche pas droit, je l'assommerai. Voilà tout. Bien dit, Porthos, reprit d'Artagnan. Entrons donc. Passe, Mousqueton. Et d'Artagnan arrêta ses amis, faisant passer les valets les premiers, afin qu'ils essayassent la planche qui conduisait de la jetée à la barque.
Les 3 valets passèrent sans accident. Athos les suivit, puis Porthos, puis Aramis. D'Artagnan passa le dernier, tout en continuant de secouer la tête. « Que diable avez-vous donc, mon ami ?» dit Porthos. « Sur ma parole, vous feriez peur à César. »« J'ai, » répondit D'Artagnan, « que je ne vois sur ce port ni inspecteur, ni sentinelle, ni gabelou. »« Plaignez-vous donc, » dit Porthos. « Tout va comme sur une pente fleurie. »« Tout va trop bien, Porthos. Enfin, n'importe, à la grâce de Dieu. » Aussitôt que la planche fut retirée, le patron s'assit au gouvernail et fit signe à l'un de ses matelots qui, armé d'une gaffe, commença à manœuvrer pour sortir du dédale de bâtiment au milieu duquel la petite barque était engagée. L'autre matelot se tenait déjà à bâbord, son aviron à la main. Lorsqu'on put se servir des rames, son compagnon vint le rejoindre, et la barque commença de filer plus rapidement. « Enfin, nous partons !» dit Porthos. « Hélas !» répondit le comte de la Fère, « nous partons seuls. »« Oui, mais nous partons tous 4 ensemble, et sans une égratignure. C'est une consolation. »« Nous ne sommes pas encore arrivés, » dit D'Artagnan. « Gare les rencontres. »« Eh, mon cher, dit Porthos, vous êtes comme les corbeaux, vous. Vous chantez toujours malheur. Qui peut nous rencontrer par cette nuit sombre, où l'on ne voit pas à 20 pas de distance ? » « Oui, mais demain matin, dit D'Artagnan. « Demain matin, nous serons à Boulogne. »« Je le souhaite de tout mon cœur, dit le Gascon, et j'avoue ma faiblesse. Tenez, Athos, vous allez rire, mais tant que nous avons été à portée de fusil de la jetée ou des bâtiments qui l'abordaient, je me suis attendu à quelque effroyable mousquetade qui nous écrasait tous. »« Mais, dit Porthos avec un gros bon sens, c'était chose impossible, car on eût tué en même temps le patron et les matelots. »« Bah, voilà une belle affaire pour monsieur Mordaunt. Croyez-vous qu'il y regarde de si près ? » ?»« Enfin, dit Porthos, je suis bien aise que D'Artagnan avoue qu'il a eu peur. »« Non seulement je l'avoue, mais je m'en vante. Je ne suis pas un rhinocéros comme vous. Ohé, qu'est-ce que cela ? » ?»« L'éclair, dit le patron. « Nous sommes donc arrivés ? Demanda Athos en anglais. « Nous arrivons, dit le capitaine. En effet, après 3 coups de rame, on se trouvait côte à côte avec le petit bâtiment. Le matelot attendait, l'échelle était préparée. Il avait reconnu la barque. Athos monta le premier avec une habileté toute marine. Aramis, avec l'habitude qu'il avait depuis longtemps des échelles de corde, et des autres moyens plus ou moins ingénieux qui existent pour traverser les espaces défendus. D'Artagnan comme un chasseur d'isards et de chamois. Porthos avec ce développement de force qui chez lui suppliait à tout. Chez les valets, l'opération fut plus difficile. Non pas pour Grimaud, espèce de chat de gouttière, maigre et effilé, qui trouvait toujours moyen de se hisser partout, mais pour Mousqueton et pour Blaisois, que les matelots furent obligés de soulever dans leurs bras à la portée de la main de Porthos, qui les empoigna par le collet de leur juste corps et les déposa tout debout sur le pont du bâtiment. Le capitaine conduisit ses passagers à l'appartement qui leur était préparé et qui se composait d'une seule pièce qu'ils devaient habiter en communauté, puis il essaya de s'éloigner sous le prétexte de donner quelques ordres. « Un instant, dit D'Artagnan. « Combien d'hommes avez-vous à bord, patron ?»« Je ne comprends pas, répondit celui-ci en anglais. »« Demandez-lui cela dans sa langue, Athos. » Athos fit la question que désirait D'Artagnan. « 3, répondit Groslow, sans me compter, bien entendu. » D'Artagnan comprit, car en répondant, le patron avait levé 3 doigts. « Oh, dit D'Artagnan, 3. Je commence à me rassurer. » N'importe. Pendant que vous vous installerez, moi, je vais faire un tour dans le bâtiment. Et moi, dit Porthos, je vais m'occuper du souper. Ce projet est beau et généreux, Porthos. Mettez-le à exécution. Vous, Athos, prêtez-moi Grimaud, qui, dans la compagnie de son ami Paris, a appris à baragouiner un peu d'anglais. Il me servira d'interprète. Allez, Grimaud, dit Athos. Une lanterne était sur le pont. D'Artagnan la souleva d'une main,
prit un pistolet de l'autre et dit au patron « Come ». C'était avec Goddam tout ce qu'il avait pu retenir de la langue anglaise. D'Artagnan gagna l'écoutille et descendit dans l'entrepont. L'entrepont était divisé en 3 compartiments, celui dans lequel d'Artagnan descendait et qui pouvait s'étendre du 3e mâtereau à l'extrémité de la poupe, et qui, par conséquent, était recouvert par le plancher de la chambre dans laquelle Athos, Porthos et Aramis se préparaient à passer la nuit. Le second, qui occupait le milieu du bâtiment et qui était destiné au logement des domestiques. Le troisième, qui s'allongeait sous la proue, c'est-à-dire sous la cabine improvisée par le capitaine et dans laquelle Mordaunt se trouvait caché. « Oh oh !» dit d'Artagnan, descendant l'escalier de l'écoutille et se faisant précéder de sa lanterne, qu'il tenait étendue de toute la longueur du bras. « Que de tonneaux ! On dirait la caverne d'Ali Baba !» Les 1001 nuits venaient d'être traduites pour la première fois et étaient fort à la mode à cette époque. « Que dites-vous » demanda en anglais le capitaine. D'Artagnan comprit à l'intonation de la voix. « Je désire savoir ce qu'il y a dans ces tonneaux » demanda d'Artagnan en posant sa lanterne sur l'une des futailles. Le patron fit un mouvement pour remonter l'échelle, mais il se contint. « Porto » répondit-il. « Ah, du vin de Porto » dit d'Artagnan. « C'est toujours une tranquillité, nous ne mourrons pas de soif. » Puis, se retournant vers Groslow, qui essuyait sur son front de grosses gouttes de sueur, « Et elles sont pleines » demanda-t-il. Grimaud traduisit la question. « Les unes pleines, les autres vides » dit Groslow d'une voix dans laquelle, malgré ses efforts, se trahissait son inquiétude. D'Artagnan frappa du doigt sur les tonneaux, reconnut 5 tonneaux pleins et les autres vides. Puis il introduisit, toujours à la grande terreur de l'Anglais, sa lanterne dans les intervalles des barriques, et, reconnaissant que ces intervalles étaient inoccupés, « Allons, passons, dit-il, et il s'avança vers la porte qui donnait dans le second compartiment. « Attendez, dit l'Anglais qui était resté derrière, toujours en proie à cette émotion que nous avons indiquée. « Attendez, c'est moi qui ai la clé de cette porte. » Et, passant rapidement devant d'Artagnan et Grimaud, il introduisit d'une main tremblante la clé dans la serrure, et l'on se trouva dans le second compartiment où Mousqueton et Blaisois s'apprêtaient à souper. Dans celui-là ne se trouvait évidemment rien à chercher ni à reprendre. On en voyait tous les coins et tous les recoins à la lueur de la lampe qui éclairait ses dignes compagnons. On passa donc rapidement et l'on visita le 3e compartiment. Celui-là était la chambre des matelots. 3 ou 4 hamacs pendus au plafond, une table soutenue par une double corde passée à chacune de ses extrémités, 2 bancs vermoulus et boiteux en formaient tout l'ameublement. D'Artagnan alla soulever 2 ou 3 vieilles voiles pendantes contre les parois et, ne voyant encore rien de suspect, regagna par l'écoutille le pont du bâtiment. « Et cette chambre » demanda d'Artagnan. Grimaud traduisit à l'anglais les paroles du mousquetaire. « Cette chambre est la mienne, » dit le patron. « Y voulez-vous entrer ?»« Ouvrez la porte, » dit d'Artagnan. L'anglais obéit. D'Artagnan allongea son bras armé de la lanterne, passa la tête par la porte entrebâillée, et, voyant que cette chambre était un véritable réduit, « Bon, dit-il, s'il y a une armée à bord, ce n'est point ici qu'elle sera cachée. Allons voir si Porthos a trouvé de quoi souper. » En remerciant le patron d'un signe de tête, il regagna la chambre d'honneur, où étaient ses amis. Porthos n'avait rien trouvé, à ce qu'il paraît, ou, s'il avait trouvé quelque chose, la fatigue l'avait emporté sur la faim, et, couché dans son manteau, il dormait profondément lorsque d'Artagnan rentra. Athos et Aramis, bercés par les mouvements moelleux des premières vagues de la mer, commençaient de leur côté à fermer les yeux. Ils les rouvrirent au bruit que fit leur compagnon. « Eh bien » fit Aramis. « Tout va bien, » dit d'Artagnan, « et nous pouvons dormir tranquilles. » Sur cette assurance, Aramis laissa retomber sa tête. Athos fit de la sienne un signe affectueux, et d'Artagnan, qui, comme Porthos, avait encore plus besoin de dormir que de manger, congédia Grimaud et se coucha dans son manteau l'épée nue, de telle façon que son corps barrait le passage
et qu'il était impossible d'entrer dans la chambre sans le heurter.